Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle session du Forecast Tour virtuel. Je m'appelle Hugues François et je vais vous présenter pendant à peu près une demi-heure les nouveautés de Creo7 concernant la partie Generative Design et fabrication additive. En ce qui concerne l'ordre du jour de cette quatrième session de notre Forecast Tour virtuel, eh bien, nous allons vous présenter notre partenaire Silaos. Nous parlerons usinage traditionnel, des nouveautés en ce qui concerne notamment la partie tournage. Nous ferons un détour par la fabrication additive et voir les nouveautés qu'apporte Creo7 dans ce domaine. Je vous présenterai de façon sans doute un petit peu plus longue la partie Generative Design et nous passerons à la partie questions-réponses. Alors, je vais vous présenter en quelques mots la société Silaos, une société française qui est spécialisée dans les solutions de fabrication additive, justement. Donc, c'est un intégrateur à la fois de solutions, de méthodologies et de matériel de fabrication additive. Vous voyez ici sur ce slide les 5 marques principales qui les commercialisent: Formlabs, Ultimaker, HP, Linkster et Postprocess. À ce sujet, donc, on s'appuie sur leurs compétences et leur savoir-faire lorsque, avec nos clients, nous voulons mener à bien des projets justement de mise en place d'outils d'impression 3D et de fabrication additive en général. Et vous pouvez également nous contacter pour découvrir en direct et en vraie grandeur certains de leurs matériels. Vous voyez derrière moi une affiche concernant notre laboratoire de Connex Lab, qui est basé à Nantes et qui est un laboratoire de présentation en grandeur réelle de l'usine 4.0 et de également appelée l'usine du futur, laboratoire qui nous permet de présenter à la fois nos solutions d'IoT, de PLM, de RP, le tout connecté ensemble, bien entendu, mais également des solutions d'impression 3D en partenariat avec Silaos. Donc là, encore une fois, si vous souhaitez de plus en plus d'informations, utilisez le mail que je vous ai mentionné juste avant pour vous poser des questions. Bien, tout de suite dans le vif du sujet, les nouveautés Creo7 en ce qui concerne la partie traditionnelle de l'usinage, que l'on appelle maintenant fabrication soustractive, quand on enlève du copeau. Et plus précisément, en ce qui concerne la partie fabrication soustractive, des améliorations en ce qui concerne les affichages des parcours outils dans le module de tournage, avec l'apparition de parcours outils synchronisés directement dans la fenêtre graphique lorsque l'on doit prédéfinir des parcours outils sur des machines complexes, et l'ajout d'une nouvelle instruction, de plusieurs instructions Go Home lorsque l'on doit sur des machines multibroches simuler les parcours de plusieurs outils simultanément. Voilà, ça permet comme ceci de gagner du temps, encore une fois, de se simplifier la vie lorsque l'on crée des parcours d'usinage complexes. Dans la même veine, l'introduction de fonctions SwissTurn, donc des fonctions de décolletage en français, qui sont maintenant disponibles pour les machines combinées, avec bien entendu la possibilité de gérer justement des fonctions de post-processing dédiées à ces fonctions de décolletage. C'était encore une fois des demandes de la part de nos clients. PTC améliore petit à petit ces produits, notamment encore une fois la partie FAO traditionnelle. Passons maintenant à la partie fabrication additive. Plus généralement, quand on pense fabrication additive, on pense très souvent impression 3D. Et nous allons voir ici que, en ce qui concerne les améliorations sur cette partie fabrication additive, PTC a notamment amélioré tout ce qui est création de treillis aléatoires, qu'on appelle également les treillis stochastiques,
très dur à dire. L'introduction de nouvelles types de triangulation et de treillis spécifiques, en Creo 6 est apparu les treillis de type Voronoi, et maintenant en Creo 7, on a également la possibilité de générer des treillis aléatoires avec la triangulation de Launay. Voilà. Pour information, quand je me suis renseigné un petit peu sur le pédigré de ces deux personnes, et en fait, ce sont donc des mathématiciens qui ont théorisé la génération des maillages 3D aléatoires. Ça ne sert pas qu'à faire du treillis en impression 3D. Voilà, donc c'est très adapté notamment pour tout ce qui est formes complexes comme les prothèses médicales, et également nouveauté en Creo 7, c'est la meilleure gestion des arêtes vives sur des modèles type des modèles prismatiques. En Creo 6, cette option n'existait pas. De la même manière, toujours en fabrication additive, on va avoir la possibilité à présent de se créer. Donc, on pouvait déjà créer ses propres cellules, donc ses propres poutres pour faire son treillis personnalisé. Mais jusqu'en Creo 6, ces poutres étaient forcément, enfin ces cellules personnalisées devaient forcément être modélisées en géométrie solide. Et à présent, on peut, pour se simplifier la vie, les modéliser uniquement soit sous forme de surface, soit sous forme directement de courbes d'arêtes. Voilà, comme ça, pour encore une fois aller plus vite. Et surtout, vous allez pouvoir contrôler les épaisseurs du treillis directement dans l'interface de Creo. Et pour cela, eh bien, je vais passer à une présentation directe de ces fonctionnalités. On va pour cela déjà regarder un petit peu sur cette pièce qui apparaît sur mon écran, comment je vais pouvoir utiliser justement les treillis aléatoires pour préparer cette pièce en vue de son impression 3D. Je vais donc ici activer le mode treillis pour générer mon maillage 3D, et je vais sélectionner les différents éléments de ma pièce. J'en profite pour vous faire remarquer que cette pièce est constituée de 3 corps. Nous verrons dans les prochaines sessions, pas la session de la semaine prochaine, mais la semaine suivante, les nouveautés en ce qui concerne la modélisation multicorps. Voilà, pendant ce temps-là, j'ai sélectionné les 3 corps qui constituent ma pièce. J'indique à Creo quelle est la partie du volume que je souhaite mailler et remplir de ces cellules. Vous voyez qu'il me présente ici, il me propose une première cellule classique. Moi, je vais modifier ce choix en lui indiquant que je souhaite obtenir une cellule de type diagramme de Voronoi. Je vais lui demander de remplir à la fois le volume ainsi que les surfaces extérieures, les surfaces frontières de mon volume. Je vais pouvoir ici changer déjà la taille générale de ma cellule, mais également ici, je vais changer le diamètre de rotule, puis également les frontières voilà, la taille des sections plutôt, voilà, pour que l'on puisse mieux voir un petit peu ce qui va se passer, et je vais prévisualiser le résultat de mon maillage. Voilà, ça se fait très rapidement. Ce que l'on va pouvoir remarquer également, c'est que comme c'est un maillage aléatoire, on a des mailles qui sont légèrement plus denses dans les parties complexes de la pièce et des mailles plus lâches dans les parties plus régulières de ma pièce. Et comme je vous ai parlé de l'option multicorps, eh bien, je peux demander à Creo qu'il crée un nouveau corps uniquement consacré au maillage, ce qui va me permettre, une fois que ma fonction aura été validée, de ne laisser apparaître que ce nouveau corps qui contient mon maillage 3D, le treillis, de manière à pouvoir l'inspecter, regarder ce à quoi il ressemble. L'intérêt ici, c'est de pouvoir préparer la pièce en vue de sa réalisation sur une imprimante 3D ou avec un moyen
de prototypage rapide, mais également, maintenant que j'ai un modèle CAO sur Creo, je vais peut-être pouvoir lancer des calculs d'optimisation, travailler avec ce modèle de préparation, avoir son poids, sa quantité de matière, etc. Alors que lorsqu'on laisse faire le processeur d'impression, eh bien, ce sont tout ce genre d'informations que l'on n'a pas à notre disposition. Donc, voici pour la partie maillage treillis aléatoire, et on va également s'intéresser à l'autre nouveauté de Creo 7. Vous voyez ici, j'ai modélisé en utilisant des esquisses simples, ma cellule personnalisée, et je vais venir l'exploiter en utilisant cette fois, voilà, j'ai une pièce plastique que je souhaite réaliser en impression 3D, et dans cet espace vide, générer justement une structure maillée de manière à renforcer toute cette partie-là. Donc, on va également ici activer la fonction de treillis. Je vais venir sélectionner les faces. Alors, j'ai préparé ici les parties que je souhaite remplir avec mon maillage. Vous voyez qu'il me présente ici, encore une fois, une cellule par défaut. Je lui indique la partie de ma pièce que je souhaite remplir. Je peux prévisualiser le résultat obtenu avec la cellule proposée par défaut par le système, mais je vais pouvoir également sélectionner maintenant ma cellule personnalisée. Je vais chercher sur mon disque effectivement ma cellule ici. Vous voyez que c'est le système qui lui donne son épaisseur et son volume. Là, encore une fois, je peux, si je le souhaite, changer certains paramètres, comme par exemple la taille des sections, la forme des sections, et également ici le diamètre des sphères aux extrémités des sections. Et je vais pouvoir maintenant utiliser cette cellule personnalisée pour effectuer mon treillis, pour réaliser mon treillis. De la même manière, je crée un corps dans lequel que je dédie à stocker mon treillis. Et je réalise la modélisation de la pièce. On voit ici en bas qu'il est en train de calculer l'intégralité des mailles pour me donner une pièce CAO que je vais pouvoir continuer à utiliser dans le reste de mes modèles. Voilà, c'est relativement rapide. Ce que l'on génère la pièce finale. Vous voyez qu'en fait, on voit bien qu'il a bien terminé proprement les différentes mailles sur la frontière de ma pièce. C'est propre, c'est rapide, et j'ai ma pièce que je peux envoyer directement sur mon imprimante 3D. À ce sujet, maintenant que je vous ai montré les fonctionnalités dans Creo, on va pouvoir regarder également que Creo 7 apporte des nouveautés également sur la partie fabrication. Donc, quand on veut cette fois réaliser la pièce sur son imprimante 3D, avec l'introduction du multicore, eh bien, pour chacun des corps de la pièce, on va pouvoir attribuer un profil différent sur l'imprimante 3D en fonction du type d'imprimante que l'on possède. Eh bien, on peut utiliser un driver spécifique ou des paramètres d'impression 3D pour chacun des corps. Changer de type d'apport, etc. Et on peut également, lorsque l'on met la pièce ou les ensembles de pièces en place sur le plateau de la machine, eh bien générer en jaune ici la partie support des pièces à imprimer de façon à ce que chaque corps possède son propre support. Donc, tout ça a été amélioré, ça existait déjà, mais avec l'apparition du multicore, vous avez comme ça de nouvelles possibilités pour gérer plus finement la partie impression. Nous allons passer maintenant à la partie Generative Design.
euh, en fait, qui n'a pas rêvé de pouvoir poser ses contraintes et ses objectifs sur la table et que ce soit le système qui de lui-même réussisse à modéliser la pièce qui va réussir à tenir compte de ces différentes contraintes pour que l'on puisse obtenir rapidement, du premier coup, la bonne géométrie et une pièce qui soit à la fois optimisée en termes notamment de poids, de volume, mais également qui permettent de satisfaire les contraintes mécaniques auxquelles elle sera soumise. Eh bien, avec Creo Generative Topology Optimization, on a cette possibilité et je vais vous le démontrer immédiatement. Donc, c'est une technologie qui vient de la société Froustou, encore un nom imprononçable, mais PTC a fait l'acquisition il y a quelques années de cela maintenant. Et donc, l'idée, si vous voulez, c'est on part de son idée de base, c'est-à-dire que l'on va modéliser un volume capable. Donc, l'idée, c'est que la pièce que l'on va vouloir modéliser ne sorte pas du volume que l'on a dessiné ici, mais on va pouvoir imposer des contraintes à la fois un petit peu comme lorsqu'on fait de la simulation mécanique. On va imposer des contraintes, par exemple fixer une partie de la pièce et imposer des cas de charge sur une autre partie de la pièce. Et c'est Generative Design qui va de lui-même générer la forme de la pièce en fonction des contraintes que l'on a spécifiées. Et en plus, on va être capable de lui imposer certains modes de fabrication de la pièce, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire de jolies formes un peu design, il faut encore qu'on puisse les fabriquer. Et donc, on peut imposer des critères de démoulage, de direction d'extrusion pour les faire soit avec des systèmes classiques de fabrication par enlèvement de matière ou en utilisant cette fois également des systèmes d'impression 3D comme on l'a vu précédemment. Et bien entendu, on va être capable, sur le modèle réalisé, tout de suite, sans être obligé de remettre en place le cas de charge, les critères, etc., de le passer ensuite en validation dans Creo Simulation Live, par exemple, ou dans Creo Simulation, pour vérifier, pour valider cette fois que le design correspond bien aux contraintes de départ. Très rapidement, en fait, Creo Generative Design utilise par défaut la CPU de votre machine, mais si vous avez une carte graphique de type NVIDIA qui correspond au dernier standard de GPU notamment, eh bien, c'est la carte graphique qui va prendre en charge les calculs pour générer la pièce, ce qui permet de gagner du temps. Passons à la partie présentation, si vous le voulez bien, car je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. J'ai donc ici un modèle préparé pour montrer effectivement les fonctionnalités de génération automatique. Et je vais donc maintenant ici venir, je passe dans la partie conception générative, hein, c'est ça la nouveauté ici de Creo 7. Alors, pour info, bien entendu, on exploite là aussi les nouvelles fonctionnalités multicorps de Creo 7. Vous avez une première géométrie transparente qui est un corps. En bleu, vous avez d'autres corps dans la pièce. Et en jaune, encore une fois, ce sont d'autres corps de la même pièce. Je suis dans la conception générative. Je peux voir tout de suite qu'il me manque des informations parce que j'ai des petits panneaux attention ici dans ma conception. Si je regarde ce panneau ici, je m'aperçois qu'effectivement, il faut que je renseigne un certain nombre de points avant de pouvoir générer une géométrie. Je vais donc lui indiquer quelle est la géométrie de départ. Donc ici, la géométrie de départ, eh bien, c'est le corps qui se trouve là, qui va lui donner donc l'enveloppe au-delà qu'il ne faut surtout pas dépasser. Ensuite, on va lui donner l'information de ce qu'on appelle les géométries préservées, c'est-à-dire ce sont des géométries, ici ces trois formes bleues, qu'il va devoir conserver telles quelles, notamment ce sont ces parties
de la pièce qui vont servir à sa fixation et à son utilisation dans l'assemblage plus tard. Donc, je veux les préserver. Et pour l'instant, en ce qui concerne cette partie-là, je suis maintenant satisfait. J'ai satisfait donc effectivement un certain nombre de points qui étaient manquants ici. Le point suivant concerne la partie cas de charge et conditions limites. Eh bien, on va venir ici sur cette partie-là, lui donner les restrictions. On va fixer la pièce à l'intérieur de cette découpe oblongue. Voilà. Donc, on se retrouve avec des fonctionnalités qui sont similaires en tout point à des fonctions que l'on utilise quand on fait de la simulation. De la même manière, eh bien, on va venir charger son modèle, par exemple, en mettant une force sur les faces d'appui ici en dessous. On va lui indiquer quelles sont les composantes de la force en lui donnant ici, allez, 3500 newtons dans la direction des Y. Voilà. Mais ce que je vais pouvoir faire également, c'est on va pouvoir multiplier les cas de charge. C'est-à-dire que je vais pouvoir imposer un autre type de cas de charge. Vous voyez ici, mon cas de charge apparaît à cet endroit-là. Je vais pouvoir donc l'activer, ce qui est le cas ici, et lui imposer là aussi des restrictions. Alors, je fixe la pièce de la même manière, ici. Et ensuite, on va venir mettre nos cas de charge sur les axes qui se trouvent ici. De la même manière, alors j'essaye d'aller relativement vite. On va mettre 5000 newtons dans cette direction-là, comme ceci. Et de la même manière, ici, hop, voilà, une charge, là aussi, opposée, 5000 newtons, mais dans la direction opposée, histoire d'imposer un effort sur les deux branches de la future pièce. Ici, petit avertissement en rouge, j'ai effectivement, je suis venu poser mes charges, mon cas de charge sur des pièces qui ne font pas partie pour l'instant de l'étude. Donc, on a la possibilité ici de créer des contacts entre les corps. Il suffit simplement de lui indiquer les pièces qui sont en contact et il va ensuite utiliser ce contact pour réaliser la simulation. Voilà. Donc, j'ai quasiment fini la préparation de ma pièce. Il me manque maintenant les critères de conception. Il faut que je lui donne un objectif à atteindre. L'objectif à atteindre, eh bien, je vais lui demander d'essayer de faire en sorte que la pièce finale, que le volume de la pièce finale ne dépasse pas 30% du volume initial de la pièce ici transparente. Et je vais, alors, histoire de ne pas prendre trop de temps dans ma présentation, je vais cumuler tout de suite une autre restriction. Je vais lui demander en plus de respecter un plan de joint. Donc ce plan de joint ici, je l'ai préparé. Voilà, comme ceci. En plus, j'ai mis un plan qui est légèrement incliné pour vous montrer comment il se sort de ce genre de problématique. On a bien entendu un matériau qui a été assigné à l'ensemble de la pièce, c'est de l'aluminium lié. Je valide mes critères. Et maintenant, peut-être une dernière chose, c'est en ce qui concerne les paramètres de mon étude, on peut choisir entre vitesse et détail. Pour les besoins de la présentation, je vais choisir de privilégier la vitesse d'exécution plutôt que la finesse du détail, de manière à pouvoir aller jusqu'au bout au moins jusqu'au bout de l'optimisation ici. Et j'appuie sur le bouton optimiser et je laisse faire le système. On va avoir ici, sur cette partie-là de mon écran, des informations sur le déroulement de l'étude, de l'optimisation, avec le temps passé, la taille des mailles qu'il utilise pour faire son calcul, ainsi que l'objectif que j'avais fixé à 30%, et je peux voir où j'en suis par rapport à l'objectif fixé. Je peux également déplacer, tourner autour de ma pièce pendant la partie optimisation, et vous pouvez remarquer qu'il respecte tout de suite mon plan de joint, l'angle de dépouille de 15 degrés que j'ai demandé de part et d'autre du plan de joint, et il va générer de la matière aux endroits critiques
qui correspondent, qui vont lui permettre de me modéliser, de me proposer une pièce qui respecte les critères mécaniques qui sont donnés à la fois par le matériau utilisé et le cas de charge et les conditions limites imposées. On voit ici qu'au niveau de son optimisation, il a fini la première passe, il fait son calcul sur 3 passes. Ça devrait aller relativement vite, ça fait à peu près 1 minute qu'il tourne à présent. Et il y en a plus pour très longtemps. Voilà, il est en train de finaliser la simulation. Et voilà la première ébauche, le premier jet de la pièce que je souhaitais obtenir. Donc, on a déjà ici une première vision de ce que l'on pourrait utiliser comme forme de pièce en fonction des critères que l'on a donnés. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez en même temps afficher les résultats de la simulation, parce que forcément, il fait du calcul de simulation mécanique pendant qu'il essaye d'ébaucher la forme de la pièce, et vous le voyez par type de cas de charge. Par exemple, j'ai ma structure 2 avec les charges ici qui étaient sous les plots bleus, eh bien, je peux voir ici que eh bien, forcément les concentrations de contraintes eh bien, se trouvent à cet endroit-là. Nous avons ici 136 mégapascals au maximum ici, dans cette petite zone-là. Donc, on est tout à fait correct par rapport aux matériaux utilisés. Et de la même manière, sur la structure 3, et bien là, encore une fois, on va retrouver les concentrations de contraintes effectivement à la jonction de cette partie-là. Et on a 90 mégapascals, ce qui est tout à fait acceptable. Et bien entendu, quand on voit ici, on est à 30%, donc on a bien l'objectif qu'on s'était fixé. Mais on va compliquer un petit peu la chose également, parce que cette forme-là, j'aurais très bien pu, sans forcément passer par là, réussir à obtenir quelque chose de ressemblant avec d'expérience. On va rajouter dans notre étude une contrainte particulière, c'est qu'on va indiquer au système que on va exclure une géométrie particulière, parce qu'en fait, ma fourchette ici, eh bien, je souhaite que libérer un passage ici pour, par exemple, si cette pièce-là coulisse ou permet de support pour un autre type de pièce, eh bien, il faut que je laisse de la place pour que ça puisse fonctionner. Et donc, j'ai ici, voilà, on a modélisé, là encore une fois, sous forme d'un corps, la place que l'on souhaite dégager dans notre modèle, et il va falloir que le système réussisse à la fois à maintenir donc hop, je sélectionne ce corps-là comme surface dessus, voilà, et je relance, alors on va le cacher, hein, je relance mon optimisation, et cette fois, eh bien, il va être obligé de contourner la forme réservée, et vous allez voir qu'il va prendre cette fois d'autres voies, d'autres options pour maintenir les objectifs que je lui ai assignés. Aussi, comme j'ai demandé, comme j'ai réglé des paramètres assez rapides au niveau conception, ça devrait aller assez vite. Donc, je vous demande simplement de regarder ce qu'il est en train de faire. C'est toujours assez surprenant et assez fascinant de voir comment il progresse pour obtenir la forme souhaitée. Mais déjà que là, forcément, il est obligé de contourner la géométrie que je lui ai demandé d'exclure, ce qui fait que pour récupérer les efforts qui étaient jusqu'à présent gérés par ici une poutre centrale, et bien forcément, il met des contreforts sur les côtés pour respecter les contraintes mécaniques. L'intérêt aussi de ce genre de technologie, c'est pour des pièces comme celle-ci, c'est dès le départ de viser juste et non d'essayer. Je vous parlais d'expérience tout à l'heure, mais parfois l'expérience est trompeuse, parfois elle nous fait faire des choses justement par habitude, rajouter des nervures à des endroits où on dit tiens, il faudrait effectivement j'avais déjà vu une pièce comme ça, elle était nervurée à tel ou tel endroit, mais en fait peut-être que l'on fait fausse route et que certaines fonctions ou certaines géométries ne sont pas forcément nécessaires. Ça évite de modéliser la pièce, l'envoyer au calcul, analyser les résultats du calcul, corriger la pièce et faire ainsi des allers-retours. Donc, on peut gagner comme ça énormément de temps
lorsque l'on conçoit des pièces. Donc, vous voyez que malgré tout, comme je lui ai savonné la planche, eh bien, il met un petit peu plus de temps à faire son calcul. Néanmoins, il reste quand même sur la barrière des 30% d'objectifs. Il est en train de terminer. Je vais obtenir un résultat dans quelques secondes. On peut aussi regarder, je pense que là, il a fini d'utiliser la partie, vous voyez, le processeur, ici, mon gestionnaire de tâches, on voit que c'est le processeur graphique qui a été sollicité pour toutes les phases d'optimisation de la pièce, en plus du processeur du CPU classique de la machine. Je précise, hein, je vous ai déjà dit que malgré tout, vous pouvez très bien utiliser ce module sans avoir forcément une carte graphique spéciale. Je vais vous montrer juste après des résultats de pièces que j'ai réalisées en la même pièce, mais en mettant des paramètres de détail beaucoup plus fins pour que vous puissiez vous rendre compte et bien de la qualité que l'on obtient avec ce genre de module. On arrive à la fin des opérations. Je vais quand même le laisser terminer. On peut également, là je ne l'ai pas fait, mais imposer également des critères de symétrie pour être sûr que les formes droite-gauche soient strictement identiques. Je vais vous montrer également une pièce que j'ai fait optimiser pour de l'usinage classique. Et on est vraiment dans la phase de prototypage là aussi, d'avant-projet, où une fois que on a que le système nous a entre guillemets montré la voie, eh bien on peut toujours, pourquoi pas, cette fois remodéliser la pièce. De toute façon, on va récupérer cette pièce sous forme de pièce Créo tout à fait classique. On va pouvoir reprendre la main sur la pièce pour continuer sa conception, voire pour remplacer les formes qu'il génère en surface pure avec des formes usinées plus classiques. Voilà, ça se termine. Alors en fait, pendant ce temps-là, éventuellement, ce que je vais faire, on reviendra après, on reviendra dessus par la suite. Juste pour terminer, donc les prérequis matériels, je vous les ai montrés. Ensuite, une autre nouveauté qui apparaît avec la version Créo 7.0.2.0. Alors, le menu est actif dans ma session, mais en fait, les fonctionnalités de cloud présentées ici, PTC ne les mettra à disposition qu'à partir de fin décembre, quelque chose comme ça. Donc, je ne peux pas vous les montrer en live. L'idée, c'est que les études, les simulations que vous réalisez avec Creo Generative Design, eh bien que vous puissiez stocker les résultats de ces études dans le cloud, donc un espace fourni par PTC quand vous faites l'acquisition du module GTO. Eh bien, vous allez pouvoir directement dans cet espace sécurisé dédié stocker vos résultats de calcul pour pouvoir éventuellement en faire les comparer, les faire apparaître, voir différents états de vos essais, pour pouvoir et également les partager avec d'autres collaborateurs pour améliorer comme ceci vos conceptions. Ça va, c'est sur le point d'être opérationnel d'ici fin décembre. Voilà. Pendant ce temps-là, Créo a terminé son travail, donc la pièce est maintenant terminée. Ce que je peux faire, donc j'ai déjà montré les résultats de la simulation, on peut toujours, pourquoi pas, les vérifier. On est toujours ici sur là vous voyez que les zones
de concentration de contraintes, effectivement, ont légèrement ont changé de place. On reste, ceci dit, dans des valeurs qui sont compatibles avec le matériau utilisé. Là, ici, alors elles ont augmenté par rapport aux résultats précédents, et c'est normal. On a imposé effectivement une géométrie qui est particulièrement, enfin, on lui a pas facilité la tâche, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous montre en même temps les résultats obtenus après des choix légèrement différents en ce qui concerne la partie fabrication. Donc là, vous voyez que j'ai imposé cette fois non pas le champ libre pour générer la pièce, mais je lui ai spécifié que je souhaitais une direction d'extrusion donnée. Donc on a des parois qui sont en tout point verticales et qui peuvent être usinées par des moyens classiques d'usinage, voilà, par usinage 2 axes et demi. On a la possibilité d'obtenir ce genre de forme. Et on a également la possibilité de réaliser, voilà, la pièce que j'ai finalisée devant vous. Donc ici, on a la version. J'ai utilisé le résultat pour obtenir la pièce dans Créo. Et bien entendu, ce qu'on vous a montré la semaine dernière avec Créo Simulation Live, eh bien, comme on a la pièce et qu'on a déjà les conditions limitées des cas de charge, eh bien, rien ne nous empêche de passer directement à la pièce obtenue à partir de comment dire, de la génération topologique, d'obtenir directement le résultat d'étude. Voilà, on passe directement dans cette fonction. Merci Merci. Hugues, bonne fin d'après-midi, au revoir à tout le monde.